Nous accueillons Titouan Lamazou qui va travailler sur un ouvrage qu'il va nous présenter, qui est surtout centré sur le conflit au Mali et sur, très lié aux questions de sécheresse, comme il va nous expliquer plus précisément. Et il est venu accompagné d'un de ses complices, qui est Charles Grémont, qui travaille donc pour l'IRD et qui lui aussi va nous présenter des projets assez originaux, et je leur laisse le soin de vous présenter ça. On vous écoute. C'est surtout Charles, donc, qui est anthropologue et historien à l'IRD, spécialiste des régions sahéliennes, qui va évoquer les thématiques de l'eau dans cette région, qui est beaucoup plus spécialiste que moi dans ce domaine. Alors je vais vous raconter l'histoire de ce livre, que je présente très rapidement parce que notre conférence qu'on avait mis au point avec Charles dure 2h30 normalement, donc on va essayer de faire super bref. Voilà, l'histoire de ce livre Retour à Tombouctou a démarré dans les années 90. Ils sont exposés au mur, j'ai fait des portraits de femmes au début. Je n'ai pas fait que des portraits de femmes dans ce travail, d'ailleurs dans ce livre il y a autant d'enfants que de messieurs et de paysages, mais je voulais, comme il y a une information qui est je dirais même une désinformation un petit peu, ce qu'on voit dans les médias souvent, depuis quelques années notamment, se préoccupe de cette région du Mali en termes de conflits et parle volontiers surtout des attentats, donc des groupes rebelles ou djihadistes, portraits de femmes pour montrer telles qu'elles sont, telles qu'elles paraissent, telles qu'elles sont. Mais j'ai été surtout, là je vous ai montré quelques portraits de femmes qui sont en l'occurrence des Touaregs de la tribu Kélamsar, c'est peut-être pas le mot, des ethnies différentes qui comptent. Donc ça a été instauré, au moment de la conquête militaire, vraiment les villageois qui gardaient des liens avec notamment les Touaregs, qui étaient parmi ceux qui ont mené le plus de résistance armée, étaient vraiment punis, voire exécutés sur la place publique. Et ensuite, il y avait tout un arsenal administratif de territoire qui s'est mis en place pour recenser les gens et pour délimiter des subdivisions voilà, qui séparaient vraiment les gens, en tous les cas sur les cartes et sur les documents de l'administration coloniale. Mais pendant toute la période coloniale, voilà, c'était des injonctions, mais finalement les gens ont continué à vivre leur vie et à se rencontrer et à faire vivre les liens entre eux. Donc, mais par contre, les Touaregs, si on dit un tout petit mot sur les Touaregs qui jouissent tantôt d'une représentation très valorisante et très positive, je ne sais pas si vous savez tous de quoi je veux parler, mais à l'époque coloniale, c'était assez ambivalent, c'est-à-dire que ce sont aussi des pillards, ce sont aussi des voleurs, ce sont aussi des gens qui ne produisent rien, qui, alors en plus avec leur élevage pastoral, font du mal à l'environnement, bon, plein de choses totalement fausses évidemment, mais en tous les cas, il y a cette vision-là, et qui, dans des moments de tension, et quand les gens ne se connaissent plus, peuvent ressurgir. Et c'est ce qui s'est justement passé dans les années 1990, donc la première rébellion, peut-être avec les familles que Titouan est allé rencontrer, notamment à Mbera, là, le camp en Mauritanie, sont encore là-bas, parce qu'elles ne se sentent toujours pas en sécurité malgré la signature d'un accord qui tarde à être appliqué. Donc on retrouve exactement les mêmes travers. Bon, ils tardent, ce sont des responsables et des personnes qui tardent à l'appliquer. Tout ça sont des stratégies politiques malheureusement. Mais donc il y a encore un grand nombre de réfugiés, et notamment ceux de la région de Tombouctou, qui paradoxalement sont assez peu représentés dans les mouvements de la rébellion, mais qui depuis les années 90 payent le prix cher des représailles de l'armée malienne et se retrouvent parmi ceux qui ont séjourné le plus longtemps et le plus souvent dans les camps de réfugiés. Et il y a une autre chose qui se produit aussi, c'est que quand on séjourne assez longtemps, plus d'une année déjà, c'est important, 2 ans, notamment dans la région de Tombouctou, on a une région de lac aussi, on voit l'importance de l'eau, où les Touaregs sont des agriculteurs depuis plusieurs générations, 2 ou 3 au moins. Et ben, leurs terres qui ne sont pas travaillées, comme là on est sur des règles foncières aussi un peu différentes
des ressources naturelles qui ne sont pas appropriées de manière privée, ben leur terre a tendance aussi à passer dans d'autres mains, ce qui nous prépare des conflits quand ils pourront rentrer. Et alors, tu finis sur cette image. Ouais. On voit transport, là, il se trouve que ce sont des chercheurs d'or, mais l'image est assez saisissante puisqu'on parle d'eau. Ces gens, quand ils partent dans le désert, ils partent avec des bidons d'eau parce qu'ils ne trouvent pas de l'eau partout. Voilà. Et là, l'image suivante, ce sont les chercheurs d'or en camion et les migrants. Le Burkina Faso, la Mauritanie et le Niger. Au cours de ces voyages artistiques est venue l'idée d'élaborer un programme éducatif, original et participatif. Alors, si on veut donner l'expression d'un visage, un projet qui offrirait, à travers des regards d'artistes et de chercheurs, sur un mode attrayant et didactique, la mise en relation d'élèves du Sud et du Nord. Pour élaborer ce programme éducatif, j'ai reçu le soutien de la Fondation France Liberté, de la Fédération Léo Lagrange, de l'AMAD mondial, du CNES, de l'École de Sciences Po Toulouse et enfin de l'UNHCR et de l'UNICEF Niger. Nous avons proposé aux élèves et leurs professeurs de travailler, de jouer autour d'une thématique commune et universelle, l'eau et ses enjeux. Comme dirait Élisée Reclus dans Le Progrès et le Regret, c'est la communication. Et Gavard, quand il a fait le tour du monde en 80 jours, en 80 jours, donc le tour du monde sans escale, vous avez pu le voir à la télé tous les jours, en direct. Et moi j'aime pas trop parler, donc ça m'arrangeait bien. Et 20 ans plus tôt, on communiquait par Saint-Lys Radio, à la radio, à la BLU, et ça marchait vraiment un jour sur deux, et c'était que du son. Voilà. Donc les choses ont beaucoup changé. Pour mon bateau atelier, si moi je n'aimerais pas être à la place aujourd'hui de Gabard et devenir un VRP, si tu veux, dans une certaine sorte, parce qu'ils sont obligés, aujourd'hui ils sont obligés même de communiquer. C'est-à-dire qu'ils ont des amendes s'ils ne passent pas à la télé tous les jours. Donc c'est pas l'idée que je me faisais du bateau à une époque. Mais en revanche, pour mon bateau atelier, c'est formidable parce que on peut être connecté, et connecté comme l'expérience qu'on a fait évidemment avec des écoles qui le sont connectées. Et l'idée c'est que ces productions que nous ferons avec des chercheurs, des artistes, etc. soient destinées à être communiquées, mais non pas à 5 écoles. Si vous voulez en parler avec nous